Calendes de Sextilis, 98 de notre ère. Le soleil sur la vallée de l'Eurymédon est un marteau de laiton impitoyable, frappant la route étouffée par la poussière. Ici, au cœur de la province de Lycie et Pamphylie, l'air lui-même a le goût de la terre cuite et du pain. Pour Lucius Valerius Aquila, le voyage depuis Rome a été un long tourment de charrettes cahoteuses et d'auberges provinciales suspectes. Mais maintenant, alors que son escorte de 4 légionnaires de la 7e Légion Claudia franchit le dernier virage, il la voit. Et il comprend. Aspendos. Elle ne s'élève pas tant qu'elle n'éclate pas des plaines. Une formidable acropole de roches blanchies par le soleil, couronnée par les débuts d'un grand théâtre et un enchevêtrement de bâtiments civils. Perchée à près de 1000 pieds au-dessus du sol fertile de la vallée, elle est une déclaration de domination romaine, une tour de guet sur les routes commerciales qui sont la sève de cette région. Mais c'est une domination assoiffée. Lucius descend de cheval, ses articulations endolories. Ce n'est pas un soldat. Ses mains, bien que calleuses, sont celles d'un dessinateur et d'un arpenteur, tachées d'encre, pas de sang. Son titre est Architectus, mais en vérité, il est un chercheur d'eau, un ingénieur, un homme qui voit le monde non en termes de frontières et de légions, mais en pente, pression et la quête incessante de l'eau pour trouver son propre niveau. Au bas du chemin sinueux menant à la ville, 2 hommes l'attendent. Le premier, drapé dans la toge de l'infin d'un homme de statut, est Tibère Claude Celsus, le gouverneur provincial. Son visage est un masque d'impatience lasse. Le second est son opposé physique, une masse de purs muscles de légionnaire, son visage balafré et ses tempes grisonnantes encadrées par la crinière de cheval du casque d'un centurion. C'est Marcus Vipsanius Scaeva, préfet de la garnison. « Aquila », commence Cels sans préambule. « Vous voyez le problème. » Il fait un geste ample, non pas vers la ville, mais vers le paysage. « Les dieux nous ont donné une forteresse imprenable. Comme une cruelle plaisanterie, ils ont placé l'eau là-bas. » Lucius suit son regard. À des kilomètres au nord, niché dans les contreforts des montagnes du Taurus, il aperçoit la faible tache verte qui marque les sources, la source proposée. Entre cette eau et ce rocher, il y a un gouffre. Une vallée profonde et large, creusée par le fleuve Eurymédon, un serpent vert se prélassant dans la chaleur. Un aqueduc standard, du genre qui avait abreuvé Rome pendant des siècles, était impossible. On ne pouvait pas construire un pont en arche, à travers une vallée aussi large et profonde. Le coup aurait ruiné la province, et l'ingénierie dépassait même le savoir-faire romain. « Nous avons des cartes de rationnement, Architectus », dit le centurion Scaeva, sa voix un grondement grave et rocailleux. « Mes hommes reçoivent 2 litres par jour pour boire, se laver, tout. Les bêtes en reçoivent moins. Quand l'été est à son apogée, les citernes se vident. Un ennemi n'aurait pas besoin de bélier. Il lui suffirait d'attendre. » Lucius hoche lentement la tête, ses yeux parcourant le terrain, son esprit déjà en plein tourbillon de calcul. Il déroule une petite carte en parchemin, mais son vrai travail se fait avec ses yeux, évaluant la pente du terrain, la hauteur des collines opposées, l'ampleur même de l'obstacle. Il parcourt le périmètre, le gouverneur se plaignant des dépenses, le centurion soulignant les vulnérabilités défensives. Mais Lucius est silencieux, son attention est absolue. Il s'arrête, sort une tablette de cire et un stylet de sa sacoche et prend quelques notes rapides et précises. La pente est trop raide pour un canal conventionnel et la vallée est trop profonde pour un aqueduc, dit Celsus, énonçant l'évidence. Le dernier ingénieur a proposé une série de 30 roues hydrauliques. 30. Pouvez-vous imaginer la main-d'œuvre ? L'entretien ? L'empereur, notre divin Trajan, attend une solution permanente. Pas une brigade de sceaux. Lucius prend enfin la parole, sa voix sèche par le voyage. L'eau peut être persuadée de faire beaucoup de choses, gouverneur. On peut la faire tourner un moulin, tomber dans une fontaine ou monter.
Le centurion Scaeva s'arrête de marcher, se retournant pour lui faire face. Un éclair d'incrédulité traverse son visage stoïque. « Montez ! L'eau ne monte pas, ingénieur. Elle descend. C'est la loi des dieux et de la nature. » « La nature a d'autres lois, » répond Lucius, son regard fixé sur la source de montagne lointaine, puis de retour sur l'acropole desséchée d'Aspendos. Il tapote son stylet sur la tablette de cire, où il a esquissé 2 lignes parallèles, descendant une pente et remontant l'autre. Si vous pouvez la confiner, si vous pouvez construire un récipient assez solide pour contenir son esprit, vous pouvez créer une pression qui la poussera là où vous commandez. Nous ne franchirons pas la vallée avec de la pierre. Nous la franchirons avec de la pression. Nous amènerons la rivière sur cette montagne dans un tuyau de plomb. Le gouverneur Celsus le regarde, puis l'air vaste et vide de la vallée. Avec une conduite, vous voulez pousser l'eau en montée du fond de la vallée jusqu'à la ville? C'est de la folie. Non, gouverneur, dit Lucius, une lueur de fer dans la voix. C'est de l'hydraulique. C'est un siphon. Il se tourne vers Scaeva. Centurion, j'aurai besoin de vos hommes les plus forts, de vos meilleurs bâtisseurs et de vos maîtres carriers les plus disciplinés. Et j'aurai besoin de plomb, plus de plomb que vous n'en avez jamais vu. Il se tient là, un spécialiste civil solitaire, devant 2 hommes puissants, proposant une solution qui ressemblait à un mythe. Le soleil frappait, les soldats remuaient sur leurs pieds, et le destin de la forteresse d'Aspendos reposait sur un principe que peu d'hommes dans le monde comprenaient. Un principe que Lucius Valerius Aquila devait maintenant transformer d'un dessin sur une tablette de cire en un miracle de pierre et de métal. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent au rythme de la poussière, de la sueur et du fracas incessant du fer sur la pierre. Pour Lucius Valerius Aquila, la grande acropole d'Aspendos devint un perchoir d'où il orchestra une guerre non pas contre des hommes, mais contre le paysage lui-même. Ses matinées commençaient avant l'aube, passées avec son équipe de librators, les arpenteurs spécialistes de l'armée. Ils se déplaçaient comme des fantômes silencieux dans la lumière grise de l'aube naissante, installant leurs instruments. Le Korobats, une poutre de bois de 6 mètres de long avec un canal d'eau creusé sur le dessus, était leur dieu. Lucius s'allongeait à plat sur le sol, son œil au niveau du canal rainuré, regardant l'eau se stabiliser dans un calme parfait et placide. Ce n'est que lorsqu'il était parfaitement de niveau qu'il autorisait le marquage des piquets de visée. À partir de ces marques, il mesurait la dénivellation, centimètre par centimètre pénible, sur des kilomètres de terrain impitoyable. Il traçait un chemin invisible, une pente précise d'un pied romain de descente pour chaque 200 pieds de parcours. Une pente si douce qu'elle était imperceptible à l'œil, mais absolument essentielle pour le voyage régulier de l'eau, alimentée par gravité, depuis les sources de montagne. Le centurion Scaeva, d'abord un observateur sceptique, devint rapidement un partenaire indispensable. Il comprenait la logistique et la main-d'œuvre d'une manière que Lucius, le théoricien, ne maîtrisait pas. Les légionnaires de la 7e Légion Claudia n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient les meilleurs bâtisseurs de l'Empire. Sous les ordres hurlés de Scaeva, ils devinrent une machine humaine. Des cohortes furent réaffectées de la patrouille aux carrières. Des auxiliaires de tribus locales, hommes robustes avec une compréhension innée de la pierre locale, furent embauchés pour compléter la force légionnaire. La carrière devint une vision de l'Hadès. Des centaines d'hommes, leurs corps luisants de sueur sous le soleil anatolien, maniaient des maillets et enfonçaient des coins de fer dans la paroi calcaire des collines. L'air était épais de poussière blanche qui recouvrait tout, grisonnant les barbes et irritant les yeux. Le craquement de la pierre qui se fendait était suivi d'un chœur de cris, alors que des équipes de légionnaires, utilisant des leviers et de épaisses cordes, manœuvraient des blocs de 1000 livres sur de lourds traîneaux en bois. Des bœufs, peinant dans leurs jougs, traînaient les pierres taillées le long de pistes sinueuses jusqu'au site de construction.
Lucius avait délimité 2 emplacements clés. L'un sur la crête nord, d'où le canal de l'aqueduc arriverait des montagnes, et l'autre directement en face, sur les pentes inférieures de l'acropole d'Aspendos. Ici, le vrai travail commença. Pas celui des canaux, mais celui des tours. Ce sont des castella aquae, expliqua Lucius à Scaeva un après-midi étouffant en désignant les fondations naissantes de la tour nord. Château d'eau. Mais ils ne contiendront pas d'hommes, ils contiendront la pression. Scaeva essuya une goutte de sueur de son front avec son avant-bras cicatrisé, son regard fixé sur les énormes blocs de pierre hissés en place par une grue en bois. On dirait que vous construisez 2 tours de guet sans rien à surveiller. Le sentiment était partagé par les hommes. Ils peinaient, suivant les plans gravés sur les tablettes de cire de Lucius, mais ils ne comprenaient pas. Ils construisaient 2 tours de pierre colossales, chacune destinée à s'élever à plus de 30 mètres dans les airs, séparées par 1 kilomètre d'espace vide. Il n'y avait ni pont, ni arche, juste 2 sentinelles silencieuses poussant sur des collines opposées. Les murmures commencèrent le soir, autour du vin coupé dans les baraquements. Ils l'appelèrent « la folie d'Aquila ». Lucius n'était pas sourd aux murmures, mais il n'y prêtait aucune attention. Son monde était fait d'angles précis et de calculs froids. Il supervisait les maçons, s'assurant que chaque bloc était parfaitement carré et posé sur un lit de mortier fait de chaux et de sable de pouzzolane volcanique, un mélange qui durcirait comme de la roche, même sous l'eau. Un soir, alors que Lucius effectuait ses dernières vérifications sur la tour sud en construction, Scaeva s'approcha de lui. Le soleil se couchait, baignant la vallée d'une douce lumière orangée. « Les hommes sont disciplinés, » dit le centurion d'une voix basse. « Ils suivront les ordres, mais ils commencent à douter du but. Ils voient 2 tours, mais pas de pont. Ils craignent que leur travail ne soit pour le rêve d'un fou. » Lucius ramassa un morceau de tuyau en cuir abandonné, utilisé pour drainer les tranchées de fondation. Il en souleva une extrémité. Imaginez que c'est notre canal d'aqueduc, Centurion, plein d'eau des sources. Il abaissa ensuite la section du milieu au sol avant de relever l'autre extrémité. C'est la vallée. Le tuyau s'affaisse, n'est-ce pas? Scaeva hocha la tête, ses yeux suivant la simple démonstration. Maintenant, continua Lucius, prenant une petite outre et en versant son contenu dans l'extrémité haute du tuyau. L'eau coula, s'accumula au milieu affaissé, puis, alors qu'il continuait de verser, elle commença à remonter de l'autre côté. Cela défiait la croyance fondamentale de Scaeva, grimpant contre sa nature, jusqu'à ce qu'elle s'écoule de l'autre extrémité, que Lucius tenait légèrement plus bas que la première. « L'eau dans la haute tour », dit Lucius, sa voix empreinte de la passion tranquille d'un professeur, poussera l'eau dans la vallée. Elle la forcera à remonter le tuyau vers la tour de ce côté, tant que cette tour sera ne serait-ce qu'un pied plus basse que celle de l'autre côté de la vallée. Les tours de pierre ne sont pas le pont, elles sont la source et la destination. Les tuyaux de plomb que nous poserons dans la vallée, ce seront la rivière. Scaeva regardait l'eau qui coulait du tuyau sur le sol poussiéreux. Il leva les yeux vers la tour massive, à moitié achevée, derrière eux, puis à travers la vallée qui s'assombrissait vers sa jumelle lointaine. Il ne vit aucune folie. Pour la première fois, il vit la forme d'un miracle. Les grognements dans la caserne ne cesseraient pas du jour au lendemain, mais à partir de ce jour, quiconque appellerait le projet « la folie d'Aquila » en présence du centurion mériterait une semaine de corvée de latrine. Le travail continua, les tours s'élevant toujours plus haut dans le ciel de Pamphylie. L'arrivée du plomb fut un événement en soi, pas à bord de grandes barges impériales, mais dans les charrettes gémissantes d'une douzaine d'entrepreneurs différents, provenant de mines aussi lointaines que la Britannia et l'Hispania. Ils se présentaient sous la forme de lourds lingots gris terne, connus sous le nom de porcs, chacun marqué du sceau de la mine et du procurateur impérial qui avait supervisé sa fonte. Pour les légionnaires, c'était un trésor de richesse stupéfiant, suffisant pour payer leur salaire pendant une décennie. Pour Lucius Aquila, c'était le sang de sa machine impossible.
À l'ombre d'un immense atelier de bois spécialement construit près du fond de la vallée, la véritable alchimie commença. Scaeva avait assigné à cette tâche ses artisans légionnaires les plus qualifiés, les immunes, spécialistes, exemptés des devoirs standards. C'étaient des hommes dont les mains étaient aussi habiles avec un fer à souder qu'avec un gladius. Lucius dirigea la construction d'une longue tranchée remplie de sable. Dans ce sable, les légionnaires pressèrent des moules en bois, chacun long de 10 pieds romains, créant des canaux semi-circulaires. C'était la première étape de la fabrication des grands tuyaux. Les lingots de plomb furent fondus dans d'énormes chaudrons d'argile placés sur des feux rugissants, l'air scintillant de chaleur, alors que le métal solide cédait lentement, se transformant en un liquide argenté et visqueux. La chaleur était immense, et les hommes, dépouillés jusqu'à leur pagne, leur corps luisant de sueur, travaillaient dans une danse coordonnée et rythmée de danger et de précision. À l'aide de longues louches, ils versaient le plomb en fusion dans les moules de sable. Un sifflement et un nuage de vapeur jaillissaient lorsque le métal liquide rencontrait le sable frais et humide. C'était un travail périlleux. Une seule éclaboussure de plomb en fusion signifiait une brûlure horrible et défigurante. Une fois la première moitié d'un tuyau refroidi, un autre moule était placé dessus, et davantage de plomb était versé pour sceller le joint, créant un cylindre complet et rugueux. Mais un simple cylindre ne suffisait pas. La pression, expliqua Lucius à un Celsus fasciné, descendu de l'acropole pour inspecter les travaux, sera immense. Au point le plus bas de la vallée, le poids de l'eau dans les tours tentera de faire éclater les joints de ces tuyaux. Un joint soudé standard se déchirerait comme du papyrus mouillé. Sa solution était ingénieuse, née d'une profonde compréhension de la métallurgie et de la pression. Chaque section de tuyau de 3 mètres était coulée avec un rebord à une extrémité et une ouverture conique correspondant à l'autre. Lorsque 2 sections étaient assemblées, elles s'emboîtaient. La véritable magie, cependant, résidait dans la jonction. Les légionnaires ne se contentaient pas de souder l'extérieur. Ils remplissaient l'intérieur du joint d'un mélange de cendres chaudes et de chaux vives, créant un seau qui serait resserré par la pression de l'eau même qu'il était censé contenir. Pendant près d'1 mille, ils ont posé ce serpent de métal. Une tranchée fut creusée, soigneusement nivelée, depuis la base de la tour de pression nord, descendant la pente raide au cœur de la vallée, puis remontant la pente opposée jusqu'à la tour sud. La pose du tuyau était un travail éreintant. Chaque section pesait des centaines de livres. Des équipes d'hommes, utilisant des cordes et leur force brute, descendaient les cylindres de plomb dans la tranchée. Lucius lui-même parcourait toute la longueur de la ligne, inspectant chaque joint, passant ses doigts calleux sur les soudures refroidies, sachant qu'un seul défaut, une seule fuite minuscule, pourrait compromettre tout le système. Les soldats, qui avaient autrefois marmonné à propos de la folie d'Aquila, regardaient Ra maintenant avec une sorte de révérence silencieuse. Ils ne construisaient plus de simples tours, ils assemblaient un seul vaisseau continu. Ils donnaient à la vallée une nouvelle artère artificielle. Ils commencèrent à l'appeler la fistule, le tuyau, mais ils prononçaient le mot avec un respect nouveau. Alors que la dernière section de tuyau était mise en place, reliant le système à la vanne de sortie à la base de la tour sud, un sentiment palpable d'anticipation s'est installé dans le camp de travail. Les tours étaient achevées, magnifiques structures de calcaire blanc s'élevant vers le ciel. Le canal de l'aqueduc, un chef-d'œuvre de maçonnerie en soi, était terminé, serpentant depuis les sources lointaines jusqu'au sommet de la tour nord. Tout était prêt. Toute la pierre, tout le plomb, toute la sueur de 1000 hommes sur 2 longues années se résumait maintenant à un seul moment. Lucius se tenait avec le gouverneur Celsus et le centurion Scaeva à la base de la tour sud, celle qui alimenterait la ville. Son visage, bronzé et plus émacié que lorsqu'il était arrivé, était un masque indéchiffrable de calme professionnel, mais à l'intérieur, son cœur battait contre ses côtes. Il avait vérifié ses calculs 1000 fois. Il savait que les principes étaient solides. Mais la théorie, griffonnée sur une tablette de cire,
était une chose fragile comparée à l'immense et impitoyable réalité de la physique. Il donna le signal. Un coureur fut dépêché vers la tour nord. Au-dessus d'eux, un légionnaire de garde leva un bouclier poli, le faisant scintiller au soleil du matin. Le signal fut renvoyé de la tour lointaine. La voix de Skeva résonna sur le site. « Ouvrez la vanne !» À des kilomètres de là, une équipe d'ingénieurs actionna un énorme cabestan en bois. Avec un profond gémissement de bois torturé, la porte retenant l'eau des sources de montagne fut soulevée. L'eau, pour la première fois, entra dans le système de Lucius Aquila. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre. L'attente était une forme de supplice unique. Pendant la première heure, rien ne se passa. Le soleil monta plus haut, frappant le rassemblement silencieux au pied de la tour sud. Des légionnaires, à qui il avait été ordonné de rester à l'écart de la tranchée de la canalisation, longeaient les pentes supérieures, leurs silhouettes immobiles et vigilantes. Le gouverneur Celsus déplaçait son poids d'un pied à l'autre, son scepticisme initial remplacé par une anticipation nerveuse, presque enfantine. Skeva se tenait immobile, les bras croisés sur sa poitrine blindée, le regard fixé sur la lourde vanne de bronze qui marquait la fin de la canalisation. Seul Lucius semblait détendu, bien que son calme fût une façade soigneusement construite. Il écoutait. Il avait collé son oreille contre le plomb froid et épais de la dernière section de tuyau, juste avant la vanne. Au début, il n'y eut que le silence, le grondement sourd de son propre sang. Puis, il l'entendit. Ce n'était pas un courant, pas un rugissement, mais un grognement souterrain profond. C'était le son d'une bête géante s'agitant dans son sommeil. Le son de 1000 articulations, d'un mile de plomb, se tassant sous une nouvelle et immense contrainte. L'air piégé dans le tuyau était comprimé, forcé de reculer devant l'avancée inexorable de l'eau. Il se redressa, ses yeux rencontrant ceux de Skeva. Il donna un unique et bref signe de tête. Le serpent se réveillait. Les bruits s'intensifièrent. D'abord, une série de gémissements sourds venus des profondeurs de la terre, alors que le pipeline se déplaçait fractionnellement dans sa tranchée. Puis, vinrent des craquements nets et percussifs comme le claquement d'un fouet, tandis que des poches d'air comprimé trouvaient leur chemin vers l'extérieur par de minuscules évents que Lucius avait conçus dans les sections supérieures du système. Pour les non-initiés, cela ressemblait à un projet qui s'auto-détruisait. Plusieurs des aides du gouverneur reculèrent nerveusement. « Il respire simplement », dit Lucius, sa voix ferme, projetant une confiance qu'il ne ressentait qu'en partie. Le tuyau trouve sa force. Il parcourut les 100 premiers yards de la pente, ses yeux balayant la terre fraîchement recouverte de la tranchée. Il cherchait le signe révélateur d'une défaillance catastrophique, un assombrissement soudain du sol, l'éruption d'un geyser de boue et d'eau. Mais le sol tenait. Les joints tenaient. Ses calculs, sa métallurgie, sa foi en l'ingénierie romaine, tout tenait. Le véritable test se situait au point le plus bas de la vallée où la pression était la plus violente, où le poids total d'une colonne d'eau de 30 mètres provenant de la tour nord tentait de déchirer le plomb. De leur point d'observation, ils ne voyaient que le fond serein et verdoyant de la vallée. Aucune explosion d'eau ne troublait le calme. Le fleuve Eurymédon continuait son voyage paresseux, baigné de soleil, ignorant la seconde rivière cachée qui passait maintenant sous lui. Une heure s'étira en deux. Les grincements de la conduite s'estompèrent, remplacés par un bourdonnement profond et régulier. C'était le son d'un système rempli, pressurisé et vivant. L'eau était descendue de la tour nord, avait traversé le fond de la vallée et, contre tout instinct et tout bon sens, remontait maintenant. Elle se frayait un chemin sur le versant sud, une bataille silencieuse et invisible contre la gravité menée à l'intérieur d'un tube de plomb enterré à 6 pieds sous terre. Finalement, Lucius posa sa main sur la grande roue de vanne en bronze. Elle était froide au toucher. Il fit un signe de tête à Skeva. « Centurion, l'honneur vous revient. »
Scaeva, un homme plus habitué à enfoncer les portes qu'à les ouvrir, s'avança. Il enroula ses mains puissantes autour de la roue. Les légionnaires rassemblés se penchèrent en avant, un souffle collectif retenu. Celsus tripotait nerveusement les plis de sa toge. Avec un grognement d'effort, Scaeva tourna la roue. Elle résista, luttant contre lui avec la force contenue de tout le système. Ses muscles se contractèrent, les lanières de cuir de son armure craquèrent. La roue gémit, puis, lentement, à contre-cœur, commença à tourner. Un sifflement s'échappa de la vanne, une libération nette du dernier air emprisonné. Et puis vint l'eau. Elle ne jaillit pas, elle déferla, une colonne solide, cristalline, d'eau impossible, décrivant une arche gracieuse depuis le tuyau de sortie jusqu'au bassin de pierre, construit pour la recevoir. Ce n'était pas le filet d'une source ni le jet d'une citerne. C'était le flux régulier, puissant et implacable d'une rivière artificielle. De l'eau qui avait commencé son voyage à des kilomètres de là, dans les montagnes, avait plongé dans la terre et avait maintenant été forcée de gravir une colline pour servir une cité romaine. Un silence stupéfait tomba sur la foule. Ils regardaient, fascinés. Les légionnaires sur les flancs des collines, les vétérans endurcis des campagnes daciennes et des escarmouches frontalières regardaient l'eau qui coulait avec des expressions d'incrédulité totale. Ils avaient déplacé les pierres, ils avaient coulé le plomb, mais ils n'avaient jamais vraiment cru. Maintenant, ils voyaient. Le gouverneur Celsus expira lentement et longuement, un son à mi-chemin entre un rire et un sanglot de soulagement. Il s'avança et plongea ses mains dans l'eau fraîche et courante, s'en aspergeant le visage comme pour s'assurer qu'elle était réelle.